25G, Tlemcen, on connaît toutes les régions aujourd'hui. Maintenant, il faut construire. Donc, il faut calculer ce R. Comment calculer ce R? Donc, ici, vous voyez très bien qu'on compare des forces. Et puisqu'on compare des forces, quand on a commencé à réfléchir aux méthodes de démentionnement, on s'est dit on va développer des méthodes basées sur la force. Pourquoi? Parce qu'on sait comparer des forces. Enfin, les gens qui font du génie civil, la résistance des matériaux, enfin, l'analyse de structure, tout ce que vous comparez pour démentionner, ce sont des forces. Et donc, on a développé des méthodes basées sur la force. En anglais, on appelle ça Force-Based Design. Statique. La méthode statique équivalente, ce que vous voyez dans le RPA, basée sur la force. Le problème qui se pose pour ces méthodes-là, enfin, c'est des méthodes qui existent encore dans le RPA, mais je pense que ces méthodes-là devraient disparaître et laisser la place à d'autres méthodes, ce qu'on appelle les méthodes de nouvelle génération. Quel est le problème de ces méthodes-là? Le problème du séisme, que le séisme, c'est un déplacement. Ça n'est pas une force. Le séisme, c'est un déplacement. Alors que nous, on sait travailler avec les forces. Donc, puisque c'est un déplacement, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, il faut répondre. Il faut, quand vous construisez un bâtiment, il faut le construire pour qu'il réponde à ce déplacement-là. On ne sait pas faire. Avant, en tous les cas, on ne savait pas faire. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Sur l'axe des X, l'axe des déplacements, il fallait le remettre sur l'axe des Y, parce que sur l'axe des Y, ce sont des forces, et on sait travailler avec les forces. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une transposition de ce point-là sur l'axe des Y, et ça donne une force élastique par une relation linéaire. On ne va pas démentionner avec cette force élastique, on va la réduire. On ne peut pas démentionner élastiquement ce chargement sismique. On va la réduire par ce qu'on appelle un coefficient de comportement pour avoir une force beaucoup plus faible, on appelle ça plastic design force, mais on va répondre au même déplacement. Ça veut dire qu'on va autoriser élastique, ça s'appelle plastique, ce que vous voulez. Mais là, dans ces méthodes basées sur la force, on va introduire un coefficient qui s'appelle le coefficient de comportement, et ce coefficient va poser beaucoup de problèmes. Il posera toujours des problèmes à la réglementation. Le RPA 2024, on utilise toujours ces méthodes-là. Enfin, tous les codes utilisent encore ces méthodes-là. Alors, si je prends le RPA, vous avez la méthode statique équivalente. Elle a été changée un peu. Donc, on a pris une nouvelle formule, c'est la formule de Leconduit 8. Donc, en fait, c'est quoi? C'est que vous avez un spectre de calcul. Donc, vous avez un bâtiment, vous avez une période. Vous fixez la période, vous lisez la valeur du spectre, vous multipliez par le poids, vous multipliez par 6,85. Parce que tout simplement, quand vous avez un bâtiment régulier, la participation massive elle est entre 80 et 90%, la moyenne c'est 85%, donc c'est 0,85. Donc ça c'est la méthode statique équivalente. La deuxième méthode c'est la méthode spectrale. Donc vous utilisez toujours le spectre de calcul, et ce spectre de calcul il est divisé par un coefficient de comportement. Donc on voit très bien que l'utilisation du coefficient de comportement pour avoir le spectre de calcul. Il y a une troisième méthode d'analyse dynamique par accélérogramme, je vais évoquer celle-là. Donc, dans le RPA, on vérifie des déplacements. Alors, quand on vérifie des déplacements, on calcule des déplacements non linéaires. Pour calculer les déplacements non linéaires, il faut multiplier par le coefficient de comportement. Et c'est là où les gens se sont posés des questions, enfin légitimement déjà. Ce coefficient de comportement, il a été utilisé pour l'axe des Y. Et maintenant, il est utilisé sur l'axe des X. Alors qu'on sait très bien que sur l'axe des Y et sur l'axe des X, ce n'est pas la même chose. Sur l'axe des Y, ça s'appelle la ductilité. Des X, ça s'appelle la ductilité. Sur l'axe des Y, ça s'appelle la poids. Ce coefficient, c'est un problème. Il pose problème à toutes les réglementations. En fait, on a créé ce monstre qui s'appelle le coefficient de comportement. En anglais, on l'appelle behavior factor. Mais en fait, c'est un coefficient de quoi exactement? C'est un coefficient de quoi? De ductilité, de surrésistance. Et là, les ingénieurs, quand ils ont commencé à poser ces questions-là, enfin les Américains et les Européens se sont déjà posé ces questions-là, pour répondre à ces questions-là, ils se sont dit, ok, dans ce coefficient, on va mettre tout dedans. On va mettre de la overstrain, de la surrésistance, on va mettre de la ductilité, de la redistribution. Tout ce qui dissipe de l'énergie, vous le mettez dedans. Et donc ça, à un moment donné, ça permet
de répondre à ces gens-là, mais ça ne résout pas le problème de superposition de cohorte. Alors, maintenant, soit il faut continuer avec ces méthodes basées sur la force, et on aura toujours... Pourquoi c'est un problème ce coefficient de comportement? C'est parce que dans le APA 2003, vous avez une valeur, par exemple, pour le béton, structure en béton arrivée à ossature 4,5, et là, en 2024, vous vous retrouvez avec 5,5. Et donc, par exemple, en 10 ans, on va se retrouver avec une nouvelle valeur. Si on continue avec les méthodes basées sur la force, on aura toujours des problèmes de ce coefficient de comportement. Donc, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à de nouvelles méthodes, des méthodes basées sur le déplacement. Au lieu de traiter le séisme comme une force, il faut le traiter comme un déplacement tel quel. Donc le séisme est un déplacement, il faut répondre à ce déplacement. Dans les méthodes basées sur le déplacement, des nouvelles méthodes, nouvelle génération, donc on va tracer ce qu'on appelle, on a le spectre élastique, c'est pas